Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, le regroupement Pedaben est presque rendu à sa phase finale de son projet de traité, mais il ne fait pas l'unanimité auprès des autres communautés. La nation Anishinaabe se prépare à rouvrir le dossier de la chasse à l'orignal avec le gouvernement provincial, et cette fois-ci avec un rapport de recherche fondamentale en main et un récapitulatif de la Journée nationale des vétérans autochtones. Oui, bonjour. Je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. À travers le pays et tout au long de son histoire, le Canada a signé des traités avec les Autochtones. C'est au tour des Sipit, de Mashtuyats et de Nutashquan de proclamer leur fierté concernant un projet de traité presque rendu à sa phase finale. Ces trois communautés forment le regroupement Pedaben qui négocie un traité depuis la fin des années 70 avec le fédéral et le provincial. Mais ce futur traité ne fait pas l'unanimité auprès des autres communautés. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Il y en a d'autres. Moi, je m'informe pour vous. Le projet du futur traité du regroupement Pedaben laisse personne indifférent. Même au sommet des élus de la nation Innu sur le territoire partagé du Nitassinan qui s'est réuni au lac Beauport. Trois des 9 communautés Innu au Québec font partie du regroupement Pedaben, Esipit, Mashtuyats et Nutashquan. Ces communautés travaillent sur un projet d'un futur traité afin d'être présenté à leurs membres le 31 mars 2023, pour ensuite procéder à la phase de consultation. Il y a beaucoup de sphères, l'autonomie gouvernementale, tout l'aspect territorial, Inuitun, Inuimun. Il y a plusieurs aspects également là, qui vont en lien avec la Déclaration des peuples autochtones avec l'ONU. C'est très élaboré, c'est presque 400 pages de documentation. Pour l'instant, les détails sont sous embargo. Mais le regroupement Pedaben affirme que leur traité est un traité de nouvelle génération à l'avant-garde de tout ce qui a été fait dans le passé. Ils ont une telle confiance en leur travail qu'ils suggèrent aux autres communautés de les observer. C'est la seule entente au pays, je vous le dis, c'est la seule entente au pays qui contient une formule de reconnaissance des droits ancestraux, y compris le petit aborigène, sur l'ensemble du territoire. Si jamais, effectivement, là, on voit que les gouvernements font fausse route, n'honorent pas leur responsabilité ou leur engagement derrière le traité, bien, on va avoir les outils pour livrer des bonnes batailles, effectivement. Là, puis, par ailleurs, une nation affirme ouvertement son objection envers ce projet de traité. Le grand chef Rémi Vincent a tenu à rassurer sa population sur les médias sociaux qu'aucun traité ne sera signé tant aussi longtemps que l'enjeu territorial avec la nation Huron-Wendat ne sera réglé. APTN a rencontré le grand chef de la nation Huron-Wendat lors de la Journée nationale des vétérans autochtones à Wendake. Je vais réitérer encore une fois qu'on est offert à s'asseoir avec les gens de Pedaben qui viennent nous voir ici chez nous, puis qu'on discute des vraies choses. Mais 2 terrains pour de futurs camps traditionnels familiaux Innu font obstacle à la communication entre Pedaben et la nation Huron-Wendat. Ils ont dépassé les bornes et là-dessus, ce qu'on leur souhaite, ce qu'on propose, puis ça, regardez, on a manifesté tout ça par écrit, c'est que réparer, après ça, là, on va être en mesure de s'entendre, de discuter, puis je suis convaincu qu'on va s'entendre si effectivement il y a de la bonne foi de part et d'autre. Les négociations de ce futur traité datent de la fin des années 70, à l'époque où 12 communautés étaient réunies autour d'une table, celle du Conseil des Atikamekw et des Montagnais. Maintenant, ils ne sont plus que 3 communautés. Pedaben, mot en Inuimun, signifie aube. Espoir d'une autonomie gouvernementale, leur travail a passé par plusieurs autres troubles.
Reste à voir si les eaux seront plus calmes pour se rendre jusqu'à la signature. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Lac-Beauport, Québec. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions, questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. Après des années passées à ne pas écouter les plaintes des communautés autochtones au Québec, il y a maintenant un nouveau ministre responsable des forêts de la faune de la province. Ce changement arrive à temps. La nation Anishinaabe se prépare à la discussion et à rouvrir le dossier de la chasse à l'orignal, cette fois-ci avec un rapport de recherche fondamentale en main. Un reportage de Lindsay Richardson. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Un orignal vivant et épanoui. Précisément ce qu'au moins 2 nations autochtones du Québec tentent de protéger. Ces vidéos ont été prises sur le territoire de la nation Cri des Wichí, où une pause de 2 ans pour la chasse sportive est en cours. Pendant ce temps, l'horloge tourne pour la nation Anishinaabe, qui vient de déposer un rapport exigeant le prolongement du moratoire sur la chasse à l'orignal sur ses terres ancestrales. This is a state of crisis now. There's no way you can refute that. Le Québec a approuvé le moratoire dans la réserve faunique La Vérandrée l'an dernier afin que les scientifiques et les traditionalistes puissent faire des études. Le plus récent relevé aérien de 2019 a montré une diminution de 35 % du nombre d'orignaux en seulement 8 ans. Le rapport fondamental des Anishinaabe déposé la semaine dernière est une vue d'ensemble des facteurs qui contribuent au déclin de l'orignal. Des choses comme le gaspillage et le braconnage, la perte d'habitat et l'accent sur les revenus ont une incidence directe sur le nombre d'orignaux. It's a sensitive balance. And when capitalism comes in and rolls through there, that big extractive beast, it's like, what do we do? Pour les Anishinaabe, l'orignal représente la sécurité alimentaire, le commerce et la culture, ainsi que la chasse sportive, l'exploitation et la colonisation. I believe 2019, 20,000 moose were harvested in Quebec because it was the bull, it was the calf, and it was the cow. But I'm a guy that's always in the bush, and to me that's 20,000 furs in the garbage. You know, that's 20,000 nose, tongues just in the garbage. And that's impact for me. Selon le ministère des Affaires autochtones du Québec, la reprise graduelle de la chasse sportive commencera en 2023. Mais le plan est de mener des études conjointes actualisées avec la nation Anishinaabe pour assurer une cohabitation harmonieuse. Mais les dirigeants locaux le savent. Les sentiments négatifs des chasseurs n'ont pas disparu. We're still facing some racism, like the signs that were put up that there was a moratorium effect, and there's going to be vandalism, like beat Indians and so on, we're still facing that. This is why the report was written in a way to be able to address all the issues that we're facing, and so that our people are not disrespected, but also the animals are not disrespected. Une copie du rapport a été transmise au nouveau ministre de la Faune du Québec, Benoît Charette. Il n'a pas encore commenté ses conclusions. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, des symboles spirituels sur les pierres tombales pour les anciens combattants autochtones ayant servi dans les Forces armées du Canada. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les anciens combattants autochtones servent dans les Forces armées canadiennes depuis des décennies. Mais vous ne le sauriez pas en regardant leurs pierres tombales militaires. Ce n'est que cette année que le cimetière militaire national de Beechwood à Ottawa a dévoilé les symboles spirituels des pierres tombales autochtones. Lindsay Richardson vous présente l'ancien combattant Cri, dont la pierre tombale a été la première à en être marquée. Is that Daddy? Rien ne se compare à des retrouvailles père-fille. Et grâce à la vie militaire, Léa et Justin Kennel en ont vécu quelques-unes. I just remember that Daddy made me laugh a lot and had pillow fights and tickle fights. I loved pillow fights. Aujourd'hui, leur rencontre est d'une autre nature. Le caporal Justin Kennel est décédé subitement en novembre 2021 et il est enterré ici, au cimetière militaire national Beechwood, à Ottawa. He was an amazing father and husband. Yeah, we miss him desperately. I wish we had more time with him.
Pour souligner le premier anniversaire de son décès, sa fille Léa, sa femme Caitlin et son bon ami Andrew sont venus déposer sur sa tombe des objets aux vertus médicinales, une tresse de foin d'odeur, une boîte de sauge cueillie à la main et quelques baies pour nourrir le monde des esprits. Justin was in the process of really kind of reclaiming his culture. Yeah, he was trying to learn Cree. He had learned a little bit of Cree. Yeah, he had smudged. He didn't know where to start. There was a lot of intergenerational trauma. And I mean, we all know the stories. Justin est né à Indian Head, en Saskatchewan. Il s'est enrôlé dans l'armée en 2007 et a servi en Lettonie, en Ukraine et en Koweït. Ici à Beechwood, les familles de militaires ont la possibilité de personnaliser les pierres tombales en y faisant graver des symboles spirituels. Mais au moment de la mort de Justin, ce n'était pas possible pour les anciens combattants autochtones. What I didn't know at the time is they had already been in the process of getting more symbols approved to kind of represent the breadth of Canadians that serve. Plus d'un mois plus tard, en juin 2022, la pierre tombale de Justin, la toute première de Beechwood portant la gravure de la roue de médecine, a été officiellement érigée. Ceci fait partie des 11 symboles offerts aux familles qui choisissent ce lieu comme dernier repos pour leurs proches. You've got the Christian symbols, you've got the Star of David, you've got symbols for the Muslim community, you've got symbols for the agnostic community, paganism, so Wicca. Indigenous folk have been part of the military since the 1500s, and now we're finally recognizing them properly and allowing their cultures to be seen. Alors que la pierre de Justin était dévoilée, Beechwood inaugurait sa toute première pierre tombale métisse. Et Nicola McCarthy nous informe que le cimetière collabore avec les militaires et les intervenants communautaires pour créer un troisième symbole spirituel en l'honneur des anciens combattants inuits. I think it's representation, and I think a lot of people don't realize that the road to reconciliation comes with that recognition and that representation. Ceux qui connaissaient bien Justin savent que ce serait une source de fierté pour lui. He would have loved it. He would have freaked out. He would have bragged, yeah. He bragged and boasted about it 100%. He would have been so proud. He would have been. And he probably would have been like shocked or something like that. I think a bit too. Yeah, I think so. He wasn't a cocky guy, but the things that he could show off about, he would be cocky about them. People come into your life as either a lesson or a blessing, and Justin was both. Yeah, he was a blessing to have in our life, and there's been so much to learn from his life since he's passed. So we've been a little lost, not gonna lie. We're finding our way, though. Mm-hmm. Yeah. Pour l'instant, ils ont au moins un point cardinal ici, un rappel de la contribution militaire et de la culture de Pianel. Entre les croix de Beechwood, de rangée en rangée. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Le caporal Kennel était un des 2500 Autochtones qui sont dans les Forces armées canadiennes. Depuis 1994, le 8 novembre a servi de journée pour honorer les anciens combattants autochtones qui, historiquement, n'ont pas toujours obtenu le respect qu'ils méritent. Comme par exemple les 3000 qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Voici un reportage que j'ai réalisé en collaboration avec Tom Fenario. Ludger Gros-Louis, Joseph Picard, Gros-Louis, Picard, Sioux. Voici quelques-uns des noms de famille les plus courants dans la nation Huron-Wendat. Joseph Delphis Sioux. À l'occasion de la Journée nationale des vétérans autochtones, le grand chef Rémi Vincent a lu 26 noms à haute voix. Noms appartenant aux Huron-Wendat morts pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Pour commémorer, en fait, la grande tradition Huron-Wendat, on a participé dans plusieurs conflits armés. Puis c'était extrêmement important pour nous autres de souligner cette journée-là. Mais la journée n'était pas que pour commémorer ceux ayant tombé au combat. Beaucoup ici ont contribué à la tradition des Huron-Wendat servant dans les forces armées. Sylvain Arbour, vice-président de l'Association des vétérans autochtones du Québec, a servi dans l'armée de 1991 à 2010, malgré qu'il a été littéralement à 2 pouces de rejoindre la police. Parce que je voulais entrer dans la police montée, puis je me suis fait 5 pieds 8, ça a pris 5 pieds 10 pour entrer. Après, entrer dans la police, je suis entré dans l'armée. Arbor dit que les événements comme la Journée nationale des vétérans autochtones sont importants parce que pendant trop longtemps, les soldats autochtones n'ont pas eu beaucoup de respect.
Au moins, on est reconnu maintenant. Quand j'ai entré dans l'armée, on n'était pas reconnu. On était tout de suite comme des noms autochtones. Ils faisaient la job sale. La nouvelle génération de soldats autochtones semble être respectée. Zacharia Walk Elk est pied noir et il est stationné à la base de Valcartier. Il dit que les organisations au sein des forces armées, comme le groupe consultatif des Autochtones de la Défense, existent pour défendre les soldats autochtones. We have worked hard in order for Indigenous people in the military to have a voice and to have not only a voice but have someone to stand up for them, because sometimes it's hard for themselves to stand up. So we have the people behind them to ensure that they'll be safe while serving. Des jours comme celui-ci montrent que les contributions des anciens combattants ne seront jamais oubliées. Ils servent aussi de rappel pour honorer ceux qui sont encore parmi nous. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Au retour, le sommet des élus de la nation Innu sur le territoire partagé du Nitassinan. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, nous recevons le chef Brian Mark du Conseil des Inuits d'Onoman-Chibou. Il vient nous parler du sommet des élus de la nation Innu sur le territoire partagé du Nitassinan, qui a eu lieu la semaine dernière au lac Beauport, au nord de la ville de Québec. Cette rencontre est la deuxième dans son histoire. Le bilan se résume à la mise sur pied d'un futur forum sur les enjeux sociaux pour le mieux-être de leur population, ainsi qu'à la fondation d'un secrétariat permanent de la nation Innu pour assurer la coordination des enjeux politiques communs des communautés. Oui, Louis-Dumont, Brian Mark, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Oui. On parle de territoire partagé dans le nom du titre du sommet. Mais quelles sont les nations qui touchent le territoire partagé du Nitassinan? Quand on parle de territoire partagé du Nitassinan, on inclut par respect toutes les autres nations, des Premières Nations, que ce soit les Atikamekw, que ce soit les Cris, que ce soit la nation Huron, que ce soit les Algonquins. C'est vraiment parce que nous, on ne veut pas se définir comme étant une nation qui a un droit exclusif sur un territoire. Parce qu'on est une nation qui est respectueuse envers les autres nations aussi. C'est dans ce sens-là que ça a été amené quand on parle de territoire partagé. OK. Ça ne parle pas de conflit de territoire qui a lieu par rapport au Nitassinan, comme par exemple avec la nation Huron-Wendat ou le territoire partagé avec les Naskapi. Quand on parle de territoire partagé, c'est sûr qu'il y a un conflit territorial présentement entre deux nations, notamment quand on parle de la partie sud-ouest, où on se trouve en ce moment. Et quand on parle de partie sud-ouest, mais ça, c'est dans les négociations et les enjeux qui se passent actuellement avec une Première Nation, de la nation Innu, dans ses relations avec le gouvernement. Et c'est quand même important de définir ça comme étant un territoire partagé pour la Première Nation. En fait. Qu'est-ce que la nation Innu souhaite à la toute fin du sommet? C'est sûr que la nation Innu souhaite que l'ensemble des élus soient mieux informés et préparés à répondre à leurs membres sur des engagements qui peuvent arriver dans ce sommet-là. Et une des grosses attentes que moi je peux avoir comme chef, mais ça serait de prendre un engagement au niveau des services sociaux. Il y a d'autres chefs, eux autres aussi, qui ont des priorités aussi dans ce sommet-là. Mais c'est sûr que tout le monde a des attentes un peu, mais c'est sûr que mon plus grand souhait,
toutes ces attentes-là, lors des discussions, se fassent dans le plus grand respect également. Mais c'est sûr que nous autres, on ne s'attend pas à sortir d'ici avec des ententes avec le gouvernement, mais des objectifs communs, des enjeux communs où on peut s'entraider dans certains dossiers et d'autres dossiers qui peuvent également nous amener à collaborer ensemble pour l'avenir de nos jeunes, de nos Premières Nations. C'est sûr que si on peut trouver un terrain d'entente dans certains dossiers, je ne m'attends pas à ce qu'on s'entende sur tous les dossiers. Ça, c'est comme demander la Lune en même temps, là, mais c'est presque impossible. Mais si tout le monde peut ressortir de ce sommet-là avec un grand sourire, ça serait déjà un grand pas. Recherchez-vous l'unité en tant que nation? Oui, c'est sûr que lors du premier sommet et lors de la création de cette entité-là, de la nation Innu aussi, c'est sûr que les chefs avaient comme but de trouver un certain sentiment d'appartenance propre à la nation. Fait que, c'est à ce moment-là que la nation Innu a été créée. Et c'est sûr, dans les premières années, c'était pas facile. Et tout le monde avait des divergences un peu partout. Mais 10 ans plus tard, si je peux appeler ça comme ça, presque 10 ans plus tard, mais je pense qu'il y a une meilleure compréhension des communautés, des Premières Nations, et il y a une meilleure collaboration aussi. C'est sûr qu'il y a énormément de travail à faire encore, mais la nation Innu, on peut facilement définir ça comme étant une entité qui est là pour l'unité de la nation. Avant de conclure l'entrevue, est-ce que vous auriez un commentaire supplémentaire à ajouter? Moi, comme je vous ai dit un peu, moi, une des grosses attentes que je peux avoir, c'est que les nombreux problèmes sociaux qu'on a dans les communautés, ça, c'est ma principale attente pour moi lors de ce sommet-là, c'est qu'on puisse prendre un engagement afin de travailler ensemble. S'il y a bien un dossier qui peut réunir toute la nation Innu, je pense que c'est les services sociaux, avec les problématiques qu'on a dans les réserves, des problèmes de consommation. Et vous le savez, j'imagine, depuis la pandémie, les problèmes de consommation qui ont carrément triplé dans les communautés. Là, je pense qu'il y a un signal d'alarme qu'il ne faut pas laisser passer. Sinon, comment je pourrais dire ça, on pourrait... D'une certaine façon, on est comme parti dans un stade où on perd le contrôle un peu de nos membres et de nos jeunes qui vont venir. Si on ne fait rien, vers quoi on se dirige dans 10 ans, 15 ans, qui va être nos remplaçants, nous autres, dans ces tables-là, si on est principalement, comme je dirais, assiégé par la consommation dans les communautés, ça augure pas bien pour la relève qui vont prendre nos places en tant que décideurs à l'avenir. Il faut faire quelque chose de ce côté-là. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Petit rappel, mettez fièrement vos mocassins en cette semaine de Rock You Mocs chez tous les peuples autochtones d'Amérique du Nord, comme moi en ce moment. Yame Wensish.